القاهرة تنادي أمة العرب. L'Égypte, un territoire riche d'histoire. Elle a été durant l'Antiquité un carrefour civilisationnel majeur, ainsi qu'une capitale culturelle dans le monde contemporain. Il ne faut pas oublier que le monde arabe vit une situation linguistique particulière que l'on appelle la diglossie. La diglossie, qu'est-ce que c'est ? C'est quand la langue utilisée à l'écrit diffère de celle utilisée à l'oral. Aujourd'hui, je vous propose de retracer l'histoire du dialecte égyptien. Commençons donc par le commencement. Pour comprendre comment la langue arabe est arrivée en Égypte, il faut remonter loin. Très très loin. Parce que je vous apprends rien si je vous dis que l'Égypte c'est une histoire millénaire. Tout d'abord, voyons où se situe l'Égypte sur une carte. Alors excusez-moi, on n'a pas du tout le budget pour des montages assez élaborés, du coup on a utilisé Google Earth. Et comme vous le voyez, j'ai pas mal galéré, pas à trouver l'Égypte, mais à mettre la terre dans le bon sens en fait. J'avais une idée très très précise de ce que je voulais. Je voulais un peu un effet de travelling avec une arrivée sur l'Égypte. Vous savez, un peu les montages dynamiques. Mais là... Putain, fais chier, merde, fais chier. J'ai réessayé. Et réessayé. Et réessayé, et réessayé. Et là je retente et peut-être que... non. Bon, c'est bon, ça m'a saoulé. En gros, l'Égypte, c'est là. Alors, un petit point historique rapide s'impose. Avant d'être un empire, l'Égypte constituait un ensemble de villes indépendantes qui longeaient le Nil. Ces cités-États formaient 2 régions. Et ces 2 régions étaient nommées à partir de leur position sur le Nil. Le Nil prend sa source en Afrique centrale et traverse plusieurs pays. Donc le Nil passe par l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Donc on avait la Haute-Égypte qui constitue la partie sud puisque le cours du Nil commence au sud. Et la Basse-Égypte qui constituait la partie nord. Et ce serait vers 3100 avant Jésus-Christ que l'union de ces 2 régions donnera naissance à un État égyptien. Les historiens divisent le règne de la civilisation égyptienne en 3 parties. Donc il y a l'Ancien Empire qui commence aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ et qui s'achève aux alentours de 2100 avant Jésus-Christ. Nous avons ensuite le Moyen Empire qui commence aux alentours de 1900 avant Jésus-Christ et qui s'achève aux alentours de 1600 avant Jésus-Christ. Et enfin, nous avons le Nouvel Empire qui commence aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ et qui s'achève aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Je tiens tout de même à préciser que ces dates sont approximatives et que vous pourriez retrouver des dates différentes en fonction des sources. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que l'Égypte a été gouvernée par des pharaons. Il y en aurait eu plus de 300. Mais moi j'ai une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient le mot pharaon ? Qu'est-ce qui signifie ? Du coup, si on va sur Google, le mot pharaon désigne un ancien souverain égyptien. Mais ça ne répond pas à la question qu'est-ce que signifie pharaon ? Donc, à l'origine, pharaon signifierait grande maison. Mais le nom de pharaon pour désigner un souverain ne s'imposera pas dès le début. En effet, cette appellation pour désigner un souverain arrivera un peu plus tard. L'histoire de l'Égypte antique est vaste et extrêmement ancienne. Il est très difficile d'être certain de toutes les informations qui nous sont parvenues de cette époque, ce qui est normal car la civilisation égyptienne, c'est des milliers et des milliers d'années. Mais on sait tout de même à peu près à quoi ressemblait la situation linguistique de l'Égypte antique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle langue était parlée en Égypte antique ? En Égypte antique, on parlait l'égyptien ancien. Et cet égyptien ancien a évolué en plusieurs phases. Donc il y avait l'ancien égyptien, langue des premières dynasties et langue de l'ancien empire. Vient ensuite le moyen égyptien, que l'on situe entre l'an 2000 et 1300 avant Jésus-Christ. Vient ensuite l'égyptien démotique, que l'on situe vers l'an 700 avant Jésus-Christ et l'an 400 après Jésus-Christ. Et enfin viendra le copte. Donc ça, c'était pour les langues autochtones. Qu'en est-il des langues non égyptiennes parlées au sein de l'Empire ? Forcément, on y revient, on parlait l'ancien égyptien,
D'ailleurs, il y avait une forme de diglossie dans l'Égypte antique. D'ailleurs, si vous avez déjà oublié ce qu'est la diglossie, je vous invite à retourner au début de la vidéo. On y parlait également l'araméen, car à son apogée, l'Égypte antique s'étendait au sud jusqu'au Soudan et au nord jusqu'en Syrie. Dites-vous qu'à une période, la langue araméenne est même devenue la langue impériale en Égypte antique. Je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet, il est beaucoup trop vaste et nécessite beaucoup de nuances. Ensuite, en Égypte, on parlait également le grec, ainsi que des langues nubiennes. Je tiens à préciser que cette liste est non exhaustive, car l'Égypte antique était un véritable carrefour civilisationnel. Il y a eu des pharaons perses, des pharaons berbères, des pharaons nubiens, des pharaons grecs aussi, bref, mais ça demanderait une vidéo complète sur le sujet. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est le dialecte égyptien, mais j'y viens. Après plus de 3000 ans de civilisation, l'Égypte antique est en déclin. En 30 avant Jésus-Christ, l'Empire romain s'empare de l'Égypte. Après la mort de Cléopâtre VII, la dernière pharaon... Bon, restons sur pharaon. Je disais, l'Égypte devient alors une province de l'Empire romain après la mort de Cléopâtre, puis elle passe sous le contrôle de l'Empire romain d'Orient, aussi dit Empire byzantin. C'est donc la fin des pharaons et des anciens cultes. Peu à peu, les Égyptiens se convertissent au christianisme. Ce phénomène provoque une véritable rupture et la naissance d'une nouvelle langue, le copte. Le copte est en fait une continuité de l'égyptien ancien. C'est la dernière forme de l'égyptien ancien, mais écrite en alphabet grec. Avec le copte, l'Égypte tourne la page de son passé pharaonique. L'ancien monde disparaît, mais sa langue et sa culture survivent sous une nouvelle forme. Un autre petit point culture s'impose sur la péninsule arabique avant l'islam. Avant l'arrivée de l'islam, la péninsule arabique n'était pas unifiée. Elle était composée d'un grand nombre de tribus, chacune avec leur propre organisation, leurs traditions et leurs alliances. La société était profondément tribale. L'appartenance au clan ou à la tribu définissait l'identité et l'honneur de chacun. Il n'y avait pas d'État central, mais un réseau complexe de solidarité, de rivalité et de coutumes. Cette structure sociale, bien qu'éclatée, formait la base de l'organisation du monde arabe pré-islamique. Le 7e siècle marque le début des conquêtes arabo-musulmanes. Et l'an 641 marque la conquête de l'Égypte par les Arabes. Au moment de leur arrivée en Égypte, ils y fondent un Misr. Un Misr, c'est une ville-fondation. Les villes-fondations étaient des villes créées au moment des conquêtes pour accueillir les installations des conquérants. De grandes villes comme Kérouan, Fès ou encore Tlemcen n'étaient à l'origine que de simples bases militaires ou religieuses. Mais avec le temps, elles ont grandi, attiré des habitants, du commerce, du savoir et sont devenues de grandes capitales du monde islamique. Et ce Misr, les combattants arabes vont l'appeler Fustat. Qu'est-ce que ça veut dire Fustat? Il y a débat sur l'étymologie, mais l'étymologie la plus probable et la plus soutenue serait que Fustat désigne la tente. Fustat, c'est le tout premier noyau urbain musulman d'Égypte. Elle se situe au sud de l'actuelle ville du Caire. C'est ici, à Fustat, que bat le cœur du vieux Caire islamique, qu'on appelle aussi l'ancien Caire. On y trouve toute première mosquée d'Égypte, comme la mosquée de Amr ibn al-As, mais aussi des trésors d'architecture fatimide et mamelouk. Le quartier conserve les traces des débuts de l'islam en Égypte, entre ruelles historiques, murailles et monuments vieux de plus de 1000 ans. Fustat, c'est un vrai musée à ciel ouvert, là où l'histoire islamique du Caire a commencé. Maintenant que vous savez placer Fustat sur une carte, on peut commencer à parler dialecte. Comme je vous l'ai dit, Fustat est situé au sud du Caire. L'expansion de l'islam en Égypte s'est faite à partir du sud du Caire vers le nord, c'est-à-dire dans tout le delta du Nil. Alors, le delta du Nil, qu'est-ce que c'est? C'est une vaste région, en forme d'éventail ou de triangle, qui s'étend au nord de l'Égypte, là où le Nil se jette dans la Méditerranée. C'est l'un des deltas les plus fertiles et les plus anciens du monde. Depuis l'Antiquité, il a été le cœur agricole de l'Égypte, et il a permis à des millions de personnes de se nourrir grâce à ses terres riches et à ses canaux naturels, ce qui fait d'elle une région densément peuplée, avec des villes importantes comme Alexandrie ou Mansoura. Le delta, c'est là où le Nil se divise en plusieurs bras, formant un réseau complexe qui a façonné la vie, l'agriculture et l'histoire égyptienne depuis des millénaires. Maintenant qu'on a fait le tour de l'histoire de l'Égypte, de manière extrêmement synthétisée, évidemment vous ne m'en voudrez pas, il est temps de parler du dialecte égyptien. Et dans un premier temps, j'aimerais vous parler de la prononciation.
Car oui, la prononciation égyptienne est vraiment unique en son genre. On reconnaîtrait un Égyptien à 100 km à la ronde, rien qu'à son accent et à sa prononciation. Je préviens que ça risque de faire un peu mal au crâne, notamment à ceux qui ne parlent pas l'arabe. Alors on débute avec la lettre Jim. Vous allez me dire, mais pourquoi la lettre Jim? Alors il faut savoir que dans cette partie de la vidéo, je vais juste énumérer les sons dont la prononciation change par rapport à l'arabe littéraire. Donc le son je est prononcé ge. Mais cette prononciation ne concerne pas tous les Égyptiens. Elle ne concerne qu'une zone située entre Alexandrie et le Caire et un peu plus au sud du Caire. Souvenez-vous, la conquête arabe de l'Égypte s'est faite à partir de Fustat, au sud du Caire, vers le nord, dans le delta du Nil. Mais pour mieux comprendre, il faut voir qui étaient ces Arabes. On raconte qu'une tribu yéménite nommée Arak se serait installée à Fustat. Et ils avaient une caractéristique bien propre à eux. Ils prononçaient le jim, gim. Car oui, au Yémen, la prononciation du jim, gim existe. Vous avez 5 secondes pour trouver Arak sur cette carte. Ils étaient là en fait. Bon, revenons à nos moutons, la prononciation. L'Égyptien ne dit pas Jamal, mais Gamal. L'Égyptien ne dit pas Jamira, mais Gama. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette prononciation ne concernait pas tous les Égyptiens. Les Bédouins et Saïdi, donc les habitants du sud, prononcent le G, Dj. Pareil pour les Égyptiens du Sinaï. D'ailleurs, les dialectes du Sinaï ne sont qu'une continuité des dialectes du Negev en Palestine. Donc oui, un Égyptien du Sinaï est plus proche d'un Palestinien d'un point de vue dialectal qu'un Égyptien du Caire. Passons au Qaf maintenant. L'Égyptien des grandes villes ne dira pas Qaf, mais F. L'Égyptien du Caire ne dira donc pas Qalb, mais Alb. L'Égyptien du Caire ne dira pas Qul, mais Ult. L'Égyptien du Caire ne dira pas Qabl, mais Abl. Mais une autre prononciation du Qaf existe en égyptien. On l'appelle Al-Qaf al-Ma'qouda, qui correspond en fait à un G. Cette prononciation est présente notamment chez les Bédouins, chez les Saïdi et dans le Sinaï. Du coup, ils ne diront pas Alb mais Galb, Qult mais Gult, ou encore Abl mais Gabl. Nous avons ensuite le sa qui peut devenir ta dans certains mots. Ainsi, l'Égyptien du Caire ne dira pas thalatha mais talata. L'Égyptien du Caire ne dira pas thaman mais taman. Il ne dira pas thalj mais talg. Mais attention, le th peut également se transformer en sin. What the fuck? Ou encore en sad. Bon, c'est pas tellement un sad emphatique au sens littéraire du terme, mais c'est un sin un peu emphatisé. Ainsi, l'Égyptien du Caire ne dira pas masalan mais masalan. Il ne dira pas as-sawab, il dira as-sawab. Passons au zel maintenant. Alors, accrochez-vous bien. Le zel peut devenir zay, mais il peut aussi devenir del. Hey yo, what the fuck? Par exemple, l'Égyptien du Caire ne dira pas da, mais da. Il ne dira pas dhail, mais del. Il ne dira pas zura, mais dora. L'Égyptien du Caire ne dit pas zamb, mais zamb. D'ailleurs, le noun peut se transformer en mime. Ceci est dû au ba. Il ne dit pas zaki, mais zaki. Donc accrochez-vous bien parce que le za peut devenir un za. Alors un zay, mais un peu emphatique. Ou alors dod. Par exemple, l'Égyptien du Caire ne dit pas zahr, mais doh. Il dit pas zofr, mais dofr. Il ne dit pas zalim, mais zalim. L'Égyptien du Caire ne dit pas azim, mais azim. Certains disent que les Égyptiens ont un accent tonique. L'accent tonique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la syllabe sur laquelle on appuie lorsque l'on parle. C'est celle que l'on prononce un peu plus fort, plus longtemps ou avec plus d'énergie. Par exemple, en italien, café va se dire café. Pourquoi? Perché. Par exemple, Napoli, Napoli. Vous voyez qu'on accentue sur une syllabe. Pour rappel, une syllabe est une unité de son dans un mot. Chaque syllabe contient une voyelle qui se prononce d'un seul souffle. Alors je vais vous faire une petite démonstration, vous excuserez mon accent un peu flingué. المصري بيعمل حاجة غريبة جدا وهي اسمها l'accent tonique. والaccent tonique ده هو لما المصري بيضغط كده على الصوت. مثلا اسمها كده. Je sais pas si vous avez capté un peu, mais je rebondis sur certaines syllabes. Keda, esmaha, vous voyez ou pas? C'est ça, en fait, l'accent tonique. Nous avons fini toute la partie phonétique. On pourrait faire une partie sur le lexique, mais je pense que ça mériterait une vidéo à part. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur le lexique égyptien, c'est qu'il a grandement été influencé par la langue turque, mais aussi par le persan, par le français, par l'anglais, par l'italien. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on en parlera dans une autre vidéo. Maintenant, on passe à la dernière partie de la vidéo.
La petite chanson que vous avez vue en début de vidéo, c'est en fait celle de Sawt al-Arab. Sawt al-Arab est une radio égyptienne lancée en 1953 sous l'impulsion de Gamal Abdel Nasser. Son nom signifie littéralement en arabe « la voix des Arabes », ce qui montre tout de suite son objectif, s'adresser à l'ensemble du monde arabe. Né en 1918 et mort en 1970, Gamal Abdel Nasser devient le président de l'Égypte de 1956 à 1970. Sa présidence a été marquée par une idéologie, le panarabisme. Gamal Abdel Nasser souhaitait voir tous les Arabes unifiés sous une seule et même nation. Pour lui, les frontières actuelles n'étaient qu'artificielles et ne signifiaient pas grand-chose, puisque, je vous le rappelle, la plupart des frontières du Maghreb et du Moyen-Orient ont été tracées par les puissances coloniales. Pour Gamal Abdel Nasser, il était nécessaire de les dépasser pour retrouver la force, l'unité et l'indépendance du monde arabe. Les objectifs du panarabisme de Nasser étaient d'unir les peuples arabes autour d'une langue, d'une culture et d'une histoire, de rejeter l'influence coloniale et impérialiste, de soutenir les mouvements de libération nationale, de construire une puissance arabe autonome et enfin de mettre en place un socialisme arabe. Les objectifs de Sawt al-Arab étaient donc les suivants: diffuser l'idéologie panarabe de Nasser, soutenir les luttes anticoloniales, notamment en Algérie, en Palestine ou au Yémen, renforcer le sentiment d'appartenance à la nation arabe et critiquer les régimes arabes alliés à l'Occident. Sawt al-Arab émettait depuis le Caire, mais ses ondes couvraient toute la région arabe, du Maghreb au Moyen-Orient. Elle diffusait des discours de Nasser, des chansons engagées, des actualités pro-pan-arabes et des messages de soutien au mouvement de libération. Son importance était telle que dans les années 50 et 60, c'était la radio la plus écoutée dans le monde arabe. Elle a contribué à faire de Nasser le symbole du nationalisme arabe. Grâce au panarabisme de Nasser, l'Égypte est devenue le centre politique et culturel du monde arabe dans les années 50 et 60. Avec des outils comme la radio Sawt al-Arab, le pays a diffusé non seulement les idées pan-arabes, mais aussi le dialecte égyptien, qui est devenu très populaire dans tout le monde arabe. Les animateurs radio parlaient en arabe littéraire, mais ils parlaient également très souvent en dialecte égyptien, ce qui a permis à ce dialecte de s'imposer et d'être largement compris dans tout le monde arabe. Certains historiens diront même que Nasser a plus égyptianisé le monde arabe que arabisé. جت عيني في عينه سنيني معاه Au-delà du panarabisme politique porté par Nasser, l'Égypte a surtout exercé un immense rayonnement culturel dans le monde arabe au XXe siècle. Elle était considérée comme le cœur artistique de la région, notamment grâce à son industrie cinématographique florissante. L'Égypte a souvent été surnommée le Hollywood du monde arabe. Les films égyptiens étaient diffusés dans toutes les capitales arabes et regardés par des millions de personnes. Ce succès a largement contribué à l'expansion du dialecte arabe, compris et adopté par un large public arabe. Pour le plaisir, je vous mets une petite scène culte. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. استنى لما يخلص صلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نويت أصلي ركعتين سنة العشاء. الله أكبر. Le même phénomène s'est produit dans le domaine de la musique. De grandes figures comme Kalthoum, Abdel Halim Hafez ou encore Mohamed Abdel Wahhab sont devenus de véritables icônes dans tout le monde arabe. Leur popularité a renforcé la place de l'Égypte comme référence culturelle. La diffusion de musique égyptienne sur la scène internationale a grandement contribué à l'expansion du dialecte égyptien, faisant de ce dialecte l'un des plus compris par les Arabes. C'est un peu l'anglais du monde arabe. Encore aujourd'hui, de nombreuses chanteuses libanaises telles que Haifa Wahbi ou Nancy Ajaram commencent leur carrière en chantant en égyptien pour toucher un public plus large, avant de revenir à leur dialecte d'origine. Cela montre à quel point le dialecte égyptien s'est imposé comme une langue de référence dans la musique arabe grâce à l'impact culturel de l'Égypte au XXe siècle.